Da fängt wir schon mal schwätzen. Dann ist der Fall. Herzlich willkommen, alle gut. Bienvenue pour notre EU-Talk d'aujourd'hui, für einen EU-Talk von heute. Gleichberechtigung en leadership positionen, égalité dans les positions de dirigeants ou dirigeantes. Vous pouvez nous suivre en original, banda wie viel Lützebäuer, français et anglais in English, and if you speak. Vous pouvez nous suivre en plusieurs langues, soit en luxembourgeois dans l'original, vous pouvez nous suivre en français ainsi qu'en anglais et en anglais. Je lancerai directement le message de bienvenue enregistré par la commissaire en charge de l'égalité de l'Union européenne, Elena Dalli. I want to live in a gender-equal Europe, where all women and girls, men and boys, in all the diversity, can be free, thrive, and lead fulfilling lives. Where women and girls can reach their full potential and have equal opportunities as those of men and boys. In Europe, we have made important strides ahead in the last decades. We must not let the COVID-19 pandemic turn the clock back on all the gains made. I am determined to strengthen our efforts, continue progressing, and not allow a backlash on gender equality. And if the COVID crisis was... Et si la crise du Covid a été et ou constituera un retour du bâton pour ce qui est de l'égalité des genres, c'est quelque chose que nous allons explorer au cours de ce débat et je passe au luxembourgeois. Tout d'abord, la parole est à Christophe Schröder, représentant de la Commission européenne au Luxembourg, pour le mot de bienvenue. Merci. Bienvenue à ce EU Talk aujourd'hui, avant la Journée internationale de la femme. Qu'en est-il de l'égalité des chances pour les postes à responsabilité? Qu'en est-il également après un an de pandémie? Quelles sont les conséquences sur l'égalité des chances et sur la situation des femmes? Ce matin, la Commission Femmes a organisé une conférence au Parlement européen avec des représentants des parlements nationaux pour examiner le rôle qu'ont joué les femmes dans la pandémie. Nous voulons également voir au Luxembourg et dans l'Union européenne ce qu'il en est de ce rôle des femmes. Et cette semaine, nous avons reçu des statistiques de Statec, 38% de la population active sont des femmes, ou plutôt dans des postes. Mais dans les postes à responsabilité, il n'y a que 26% de femmes. Donc, il y a une légère évolution depuis quelques années. Et donc, nous allons aborder aujourd'hui toutes ces questions au cours de ce EU Talk, donc proposé par la représentation de la Commission européenne au Luxembourg et par le bureau du Parlement européen au Luxembourg. Et je donne sans plus attendre la parole à Jonathan Ponchon qui va modérer cette discussion. Merci beaucoup, Christophe. Alors, je vais m'exprimer également en anglais et en français. On nous pose la question, y a-t-il de l'interprétation? Oui, sur Zoom, vous voyez un petit drapeau, vous pouvez choisir la langue, le français ou l'anglais. Vous aurez la traduction simultanée en français. Bon, maintenant, je suis ravi de commencer avec vous, avec le panel. J'ai deux petites questions à vous poser à toutes et à tous, en vous demandant de seulement y répondre en une phrase, avant qu'on pour un peu entamer le débat. Vivian, je dirais ladies first. Vivian Reding, je commencerai avec vous. Je kan Matthias Hoefhanken. Honneur aux dames. Madame Vivian Reding. Le titre de cette conférence, Égalité des chances pour les postes à responsabilité. Alors, position de leadership ou poste à responsabilité, que diriez-vous? Je dirais simplement, essayez, faites-le. Essayez, tout simplement. Moi, j'ai essayé
Dans ma vie professionnelle, quand j'étais journaliste, quand j'étais députée ou en tant que commissaire, j'ai toujours essayé de jouer un rôle de leader. Et déjà, c'était déjà le cas à l'école primaire. Je n'ai jamais arrêté. Madame la ministre, Madame Bofferdine, une position de leadership, d'après vous, comment la définir? Le leadership, ce n'est pas une question de genre, c'est une question de compétence. Les femmes, tout comme les hommes, peuvent faire preuve de compétence. Merci. Je m'adresse à notre député européen, Mark Angel. Plus de diversité. Plus il y a de diversité à tous les niveaux, mieux c'est. Et je pense que la compétence joue un rôle, oui, mais la diversité est essentielle. Seulement une phrase. Madame Mozova, représentante de la Commission européenne au sein de ce débat. Merci pour votre présence. Je vais vous présenter dans un instant, mais la même question s'adresse à vous. L'égalité des chances pour les postes à responsabilité. Comment définir le leadership? Qu'en pensez-vous? Merci pour l'invitation. Une position de leadership, cela va main dans la main avec des compétences, des capacités et la compréhension. Et nous avons peut-être parfois une compréhension différente des problèmes dans la société, mais il faut une attitude de résolution de problèmes. C'est ce qui fait le leadership. C'était très long, votre phrase, mais ça a du sens, tout à fait. Pascal Jacquet. L'égalité dans les positions de dirigeants, de leadership, comment vous définissez ces termes? Là, par contre, il faudrait que vous allumiez le micro pour qu'on puisse écouter. Voilà, vous êtes là. Pour moi, je retiens 2 mots par rapport à la question que vous me dites, si je dois répondre rapidement. C'est une question de compétence liée à une question de volonté. Merci. Je continuerai directement avec vous, Monsieur Jacquet, en vous posant la question, si le titre, c'est l'égalité dans les postes de leadership, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à cette question? Je dirais que... Aussi en une phrase, c'est une question qui va s'adresser à tout le monde aussi. Ok, en une phrase. L'égalité des chances pour les postes à responsabilité, je dirais que globalement, il reste encore certainement énormément de travail à faire. Si je m'en réfère à la société que je dirige, Polygon SARL, au niveau du haut management et des postes à responsabilité, on y travaille maintenant depuis un certain temps et je pense qu'on a une bonne représentativité. Okay. On reviendra sur votre société, mais là, je suis encore sur les constats globaux, si vous voulez. Ms. Mozova, equality in leadership positions, where are we? Dans les postes à responsabilité, où en sommes-nous à l'heure actuelle? En un mot, en une phrase plutôt. I think, Ms. Mozova, you have to switch on your mic. Madame Mozova, oui. Maintenant, votre micro est allumé. Diversity in leadership, so we cannot build up a diverse and resilient world. Nous avons besoin des compétences et de diversité. Est-ce que la situation est parfaite à l'heure actuelle ou en sommes-nous? Non, la situation n'est certainement pas parfaite. Il nous faut davantage d'actions législatives pour améliorer cette situation. Merci. Mark Angel, notre député européen, où en sommes-nous sur cette question en une phrase? Il reste encore un long chemin à parcourir et j'espère qu'au Conseil, une directive qui est en l'impasse à l'heure actuelle sera débloquée rapidement. Madame Bofferding. Pour l'instant, nous renonçons à un grand potentiel parce que justement, il n'y a pas encore de diversité dans le leadership. Donc, il faut se rendre compte que l'on ne puisse pas dans tout un potentiel, ça pourrait être différemment. Madame Reding, où en sommes-nous? Dans certains pays, la situation est bonne.
Dans d'autres, c'est catastrophique. C'est la raison pour laquelle il faut analyser la situation et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Merci pour cette parfaite transition. C'est ce que nous allons faire. Nous allons commencer avec un exemple, avec la société Polygone. Pascal Jacquet. Polygone, et votre société a été labellisée, allez, on y arrive, du ministère de Madame Bofferding parce que vous entreprenez des actions positives. Actions positives, c'est aussi un peu c'est le nom de la campagne menée du ministère de l'égalité entre femmes et hommes. Madame Bofferding, vous allez y revenir. Monsieur Jacquet, parlez-nous un peu de votre société. Je rappelle que Polygone, c'est une société industrielle. Donc, si je dis industrie, je pense aussi qu'on parlera beaucoup de stéréotypes. On associe l'industrie et le travail manuel plutôt aux hommes. Comment est-ce que l'égalité des chances se définit-elle au sein de votre entreprise? Oui, en fait, on fait partie effectivement du monde industriel, mais on est aussi fortement représenté dans la prestation de services. C'est important, je pense, à le souligner. En fait, chez nous, l'égalité des chances au niveau homme-femme, je dirais, elle a pris sa voie lorsque nous avons créé un comité bien-être au sein de la société. Ce comité de bien-être était représenté notamment par la diversification au niveau des postes. La représentation syndicale était aussi présente. Et pour moi, c'est important de parler aussi de comité bien-être parce que dans le comité bien-être, on y a fortement impliqué le volet de l'égalité homme-femme. Et donc, c'est un groupe qui s'est créé et par un concours de circonstances, on a pu rentrer également dans le projet mis en place par le ministère de l'égalité. Et là, ça a fait un véritable déclic. Et donc, le groupe a pu travailler d'une manière… Parlez-nous un peu de ce déclic, peut-être votre déclic personnel, si je puis dire, mais aussi au sein de votre groupe et au sein de vos collaborateurs. En fait, le déclic, on doit le rendre tangible. Donc, le rendre tangible, c'est prendre des décisions et que ça puisse avoir un impact immédiat au niveau de l'entreprise sur le bien-être des collaborateurs et les accès à des postes de responsabilité. Donc, nous avons développé divers points qui nous semblaient extrêmement importants, tels que le télétravail réglementé. Donc, avant Covid. Avant Covid, tout à fait. C'est important de le mentionner. Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc le télétravail, on a nettement valorisé l'horaire mobile pour rendre l'égalité entre le travail et la vie sociale plus simple à réaliser. On a notamment aussi fortement encouragé le congé parental. Pour moi, quand on parle de l'égalité homme-femme, on parle aussi des hommes. Et on a remarqué depuis qu'on avait bien valorisé ce congé parental, une progression monstrueuse, je peux parler vraiment de monstrueuse, au sein de l'entreprise, des congés parentaux pris par les hommes. Et donc, on a voulu englober ça aussi par un organe de communication. On a mis en place chez nous ce qu'on appelle le Polymag. C'est un journal interne dans lequel aussi on fait, je dirais, la publicité des décisions qui ont été prises dans le sens de l'équité homme-femme. D'accord. Je vais revenir vers vous aussi sur des données, sur les chiffres de votre entreprise. Je pense que c'est important aussi de parler de chiffres et de pourcentages concrets si on parle de l'égalité entre les genres. Mais je voudrais donner la parole d'abord à Madame la ministre, Madame Bofferding. Madame la ministre, si vous voulez bien nous expliquer votre campagne du point de vue politique, pourquoi est-ce que vous avez lancé cette campagne? Quels sont vos objectifs? Oui, volontiers. Ce n'est pas seulement une campagne d'action positive. On a fait une réforme au sein du ministère pour nous adapter à d'autres circonstances, mais ce qui est important, et nous avons entendu le témoignage
Pour nous, c'est l'égalité devra devenir une réalité. Et il faut donc renforcer l'égalité dans le monde du travail. Il nous faut pour cela des partenaires, des entreprises qui sont prêtes à intégrer l'égalité dans leur stratégie d'entreprise. Et nous offrons donc ce programme pour accompagner les entreprises. Ce programme est basé sur 3 piliers. La prise de décision, c'est le premier pilier, puis l'égalité des traitements, et également la considération vie privée, vie professionnelle. On veut demander aux entreprises de faire un bilan de la situation actuelle et puis on va mettre sur pied un programme d'action avec des objectifs fixés et avec des mesures concrètes qui devront être mises en œuvre. C'est pas seulement un beau papier, un beau document et un label du ministère, non, il y a vraiment des actions concrètes et durables qui devront être mises en œuvre pour les intégrer dans la stratégie de l'entreprise, pour avoir vraiment une égalité qui est vécue au jour le jour. Et cela joue également sur le bien-être au travail. On regarde pas seulement s'il y a égalité de traitement, mais on regarde également le cours des carrières professionnelles, la possibilité des gens d'évoluer professionnellement. Et je vous invite tous à participer dans notre programme parce que toutes les études montrent que plus de diversité et plus de mixité, c'est plus de succès pour l'entreprise. Bon, maintenant, on va voir quelle est la réalité de M. Jacquet. Les entreprises profitent de plus de diversité et plus d'égalité entre les genres. Est-ce que vous pouvez confirmer cette affirmation et si oui, par quel exemple? En fait, pour nous, le constat qu'on fait en renforçant la mixité au sein des équipes, j'en ai encore parlé avec les collaborateurs ces derniers jours, c'est clair que la mixité, elle désamorce un petit peu l'esprit de compétition et elle renforce par contre la complicité entre les différents collègues. Ça permet aussi, je le dis un peu sur le ton humoristique, mais de dégager un petit peu moins de testostérone et de pouvoir et ça permet vraiment un échange nettement plus productif pour l'entreprise. En tous les cas, c'est le retour que j'ai de l'ensemble des départements où on a vraiment pu travailler sur cette mixité à l'heure actuelle. Est-ce que ça, c'était le genre de retour que vous avez, vous et vos employés ont attendu, anticipé quand vous avez lancé cette campagne ou cette politique d'entreprise, ou est-ce que vous avez rencontré aussi des réticences au sein de votre entreprise? Ben, disons, c'est clair. Pour moi, ce n'est pas du tout un projet qui est simple à mettre en application. Il y a toute l'approche, effectivement, théorie qu'on développe dans un groupe de travail. Et puis après, il y a ce qu'on en fait. Ce qu'on en fait, ça doit être le fruit d'une grosse réflexion. Ensuite, ça doit être digéré et ça doit être accepté. Et à ce niveau-là, effectivement… ça a été accepté par tout le monde sans aucun problème? Pas immédiatement, certainement pas. Ce serait bien trop simple. Et ça dépend aussi des postes dont on parle. Il y a des postes où ça ne fait absolument pas discussion. Il y a d'autres postes où, effectivement, si vous engagez la première chauffeuse au niveau d'un département logistique, effectivement, il peut y avoir au départ certains ricanements, étant donné que ce n'est pas l'habitude de l'entreprise. Mais là encore, je crois que… si on parle d'un poste de direction, s'il y a une femme qui occupe un poste de direction, si on parle de poste aussi de dirigeant, ça veut dire qu'automatiquement, si c'est une femme qui occupe ce poste, ce n'est pas un homme. Est-ce que là, il y a eu ce genre de réaction? Au niveau du management, en tous les cas, je dois dire que la représentation féminine a pris sa place immédiatement. Concrètement, en termes de chiffres?
En termes de chiffres, dans le management actuel de Polygone, sur 10 personnes, je me retire, nous avons à l'heure actuelle 3 personnes qui représentent le sexe féminin et 7 personnes masculins. Il faut dire donc que Polygone… il y a encore du potentiel. Et comment mais il faut voir aussi le chemin qu'on a accompli. 2 managers recrutés au niveau féminin, et au niveau du comité de direction, nous avons enfin pu intégrer une personne féminine dans le comité de direction. Il faut dire qu'auparavant, la société Polygone, avec ses activités de logistique et de déconstruction, avait cette image totalement masculine sur laquelle maintenant on essaye de combattre. Et je vous dis, OK, les avancées ne sont peut-être pas significatives au quotidien, mais sur une période de 3 ou 4 ans, je pense qu'on peut déjà quand même voir une certaine évolution. Quels sont, en guise de conclusion, quels sont les défis auxquels votre société fait face dans ce domaine et va faire face dans l'avenir? Disons que le défi, c'est de pouvoir appliquer cette égalité de responsabilité sur l'ensemble des départements. J'ai toujours tendance à dire qu'au sein de Polygone, en tous les cas, le plus simple, quelque part, a été fait, puisque nous avons principalement travaillé sur tout ce qui concerne des prestations dites de bureau. Donc là, on n'y voit pas déjà la problématique le plus compliqué, la difficulté d'introduire au niveau des départements de production le personnel féminin. Là, c'est vraiment le next step qu'on s'est imposé. Les directions des départements sont totalement ouvertes à la discussion avec le comité bien-être, et certaines actions ont déjà été entreprises, notamment en préparation de pouvoir recruter ce personnel féminin, parce que il y a des barrières qu'il faut lever aussi, et c'est normal, avant de pouvoir penser au recrutement. Je pense notamment à tout ce qui est… Quelle barrière? Des barrières en termes d'infrastructure, simplement des vestiaires, des sanitaires. Il y a aussi tout le matériel. On doit penser à du matériel moins pénible physiquement qui doit permettre un recrutement féminin. Donc voilà, une réflexion qui va au-delà de l'embauche, d'élargir l'embauche voilà, aux deux genres. Merci. On va revenir vers vous au cours de la discussion qui deviendra de plus en plus politique, et vous serez notre personne pour mettre ça en relation avec le terrain et pour nous dire si voilà, cette conversation politique, si elle est applicable, ou si les mesures voulues sont facilement applicables, entre autres, dans votre domaine. Madame Boffadding, je reviens vers vous. Vous nous avez parlé de votre stratégie, mais en tant que ministère, est-ce que vous travaillez surtout d'une manière plus douce, plus soft, ou est-ce que vous avez vraiment également, en tant que ministère, le pouvoir d'imposer quelque chose? Mais pour l'instant, c'est surtout une incitation aux entreprises. Est-ce que ça va au-delà d'une approche plutôt soft? Il faut d'abord trouver des entreprises qui ont envie de participer. C'est-à-dire, il faut vraiment les trouver une fois qu'elles sont actives dans ce domaine. Il faut vraiment s'intégrer dans le programme et mettre en œuvre le programme, parce que on veut également leur montrer les bonnes pratiques et quel est l'intérêt de ces bonnes pratiques pour les entreprises. Et on veut vraiment agir encore plus sur le terrain pour vraiment promouvoir ce programme. Bon, en ce qui concerne l'aspect contraignant, l'égalité salariale, elle est fixée dans la loi. Il y a donc déjà une certaine
mesure, dans une certaine mesure, on peut avoir une certaine force contraignante, mais pour le reste, il nous faut vraiment des gens qui nous aident à vraiment mettre en œuvre l'égalité. On ne peut pas tout faire par la loi. On a déjà un très bon cadre législatif en ce qui concerne l'égalité des genres, mais ce qui est important, c'est le quotidien, c'est le vécu. C'est plutôt une approche soft. On a eu les mesures contraignantes. On va en parler avec Madame Reding, qui avait une priorité dans ce domaine. Mais ce n'est pas votre première approche. Oui, vous avez parlé de cette directive. On attend vraiment et on attend comment ça va procéder, surtout en ce qui concerne la directive sur la transparence des salaires. Là, il faut vraiment une approche européenne pour avancer dans ce domaine. Et lorsque j'entends Madame la commissaire qui vient de dire qu'on veut vraiment faire bouger les choses dans ce domaine, alors on va en discuter ici au Luxembourg et on va avancer par rapport à cela. Mais c'est très important d'avancer au niveau européen. Oui, bon, parfois il faut un peu pousser les gens pour faire avancer les choses. Oui, vous parlez de la perspective européenne, du niveau européen. Le Luxembourg, c'était le premier pays à instaurer un ministère d'égalité des chances entre femmes et hommes. Cela fait 25 ans qu'on a le ministère au Luxembourg. Est-ce que cela veut dire qu'ici au Luxembourg, la situation est très bonne par rapport aux autres pays de l'Union européenne, ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Lorsqu'on regarde l'indice de l'égalité des genres, on est assez bien positionné. On a 70,3 points sur 100 et nous sommes donc un des pays qui a très bien évolué pendant ces dernières années. Bon, on aurait pu avancer plus rapidement, c'est vrai. Je vous interromps. Si vous permettez, oui, vous avez parlé de l'indice de l'égalité des genres, vous avez bien raison, mais si on regarde un peu plus dans le détail, on voit que la position du Luxembourg est moins bonne. Par exemple, il y a le sous-chapitre pouvoir décisionnel. Quelle est notre position par rapport aux autres pays de l'Union européenne? La moyenne européenne, c'est 53% et le Luxembourg, il a 48,4%. Et puis, le pouvoir économique, c'est pire. En moyenne européenne, c'est 46,8% et nous, on a 32%. Oui, c'est un des domaines où nous ne sommes vraiment pas les meilleurs sujets de la classe. Bon, la représentation politique, puis si on regarde la représentation au Parlement ou dans les communes, alors là, c'est un domaine où les femmes sont sous-représentées par rapport aux hommes. Et par rapport à ce que vous venez de dire, vous venez d'évoquer des mesures contraignantes. On a une cote en ce qui concerne le genre pour les élections nationales. 40% du sexe sous-représenté doit être représenté sur les listes électorales. La plupart des partis, à part quelques exceptions, ont respecté ce quota. Mais il ne suffit pas d'avoir un quota, il faut en plus regarder comment on va faire les listes électorales et pas voir quelques temps avant les élections, oh, il nous faut encore quelques femmes pour mettre sur les listes. Non, il faut vraiment
présenter les femmes en tant qu'expertes de leur domaine, quels sont leurs points forts, leurs compétences, et leur donner la place pour s'exprimer, leur donner une plateforme, les rendre visibles. Également les jeunes femmes, les jeunes filles, pour qu'elles voient, ah oui, les femmes sont également des politiciennes, elles peuvent vraiment faire passer leur message. C'est très important. C'est également le devoir des partis de se donner d'autres stratégies pour justement promouvoir les femmes. Une voix forte des femmes en Europe, c'était Viviane Reding. Madame Reding, j'ai une petite question pour vous à répondre avec oui ou non. On a parlé de la transparence des salaires. Donc, j'applique ça à votre entreprise. Est-ce qu'il est pensable de rendre tous ces salaires transparents? Oui ou non? Ou est-ce que ça, c'est un rêve politique qui, dans votre réalité, n'est pas très plaisant? Ou que vous allumiez le micro. Non, 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 le micro est toujours éteint. Voilà. Voilà, là. Alors, transparence des salaires sur l'exemple de Polygone, oui ou non? Salaire, c'est toujours touchy. Ben, c'est pour ça que je vous pose la question. En tous les cas, c'est une question. Je crois qu'il faut bien délimiter aussi. Je ne veux pas botter en touche, mais il faut aussi se poser la question de la répercussion que cela pourrait effectivement avoir. Pourquoi? Parce que c'est clair, il n'y a pas une transparence totale des salaires, il n'y a pas une équité totale des salaires. Maintenant, je ne voudrais certainement pas dire, et ce n'est pas du tout le cas chez nous, en tous les cas, ça je peux vous l'assurer. L'équité des salaires n'est pas une question en soi à Polygone. J'aurais pas ce stress de devoir les montrer et de clairement indiquer qu'il y a une nette infériorité du salaire féminin par rapport au salaire masculin. Ça, je n'ai pas ce stress parce qu'on a un fonctionnement d'échelle de salaire qui n'est pas lié au sexe de la personne, mais simplement à la fonction. D'accord. Transparence de salaire, c'est quelque chose d'ailleurs qui existe, qui est une normalité en Suède. Si justement on compare le Luxembourg aussi avec des bonnes pratiques d'autres pays, peut-être une question à débattre encore, qui pourrait prendre tout un débat si la transparence de salaire est une bonne chose. En tout cas, c'est une réalité en Suède. Madame Reding, je m'en dire weiter. Madame Reding, je continue. Vous êtes députée nationale à la Chambre des députés au Luxembourg et je suis impatient de vous écouter. Que souhaitez-vous répondre à la ministre par rapport à la réalité au Luxembourg? Pendant de nombreuses années, vous avez été commissaire européenne et personne n'a oublié que vous êtes la reine de l'itinérance, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous avez également mené d'autres combats auparavant et l'un de ces combats, c'était justement les quotas. Les quotas au sein des conseils d'administration dans les entreprises, c'est un combat que vous avez mené et vous avez été députée européenne pendant de nombreuses années et auparavant également députée luxembourgeoise, enfin au niveau national. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est de parler des femmes dans des postes à responsabilité. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet et il faut, avant de passer au slogan, il faut voir quelle est la réalité. Où en est l'Europe? Où en est le Luxembourg en Europe? Quelle est la situation actuelle? Et d'où venons-nous également? Vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises. Moi, quand j'étais responsable, quand j'étais commissaire pour l'égalité, j'ai fait ces analyses et la situation n'était pas bonne de manière générale. Et les femmes n'arrivaient pas à avancer parce qu'elles n'avaient pas vraiment de modèle de référence. Il n'y avait personne à imiter. Il n'y avait tout simplement personne pour servir de modèle aux femmes. Alors commençons par le sommet de la pyramide. Il faut
qu'il y ait des modèles de référence. Il faut que les jeunes aient des modèles auxquels se référer pour avancer. En mars 2011, j'ai rencontré des leaders économiques de partout en Europe et avec les syndicats également pour voir si l'on pouvait agir via la soft law. Des promesses ont été faites. En 2012, je suis revenue, rien ne s'était passé. Et ensuite, j'ai essayé de proposer j'ai essayé de leur dire de proposer quelque chose sur une base volontariste. Il n'y avait que 3 entreprises qui s'étaient engagées sur cette voie de manière volontaire. En 2013, une proposition a été faite pour avoir davantage de femmes dans les postes à responsabilité, à savoir dans les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse. Un grand problème. Beaucoup d'États membres étaient contre cette proposition, en particulier les pays dits plus traditionnels. Et qu'est-ce qu'un pays traditionnel, dites-nous? Eh bien, je vais citer quelques chiffres, vous allez comprendre, parce qu'il y a des recoupements. Alors, en 2013, une discussion intense a été engagée. Beaucoup d'organisations de femmes, des associations professionnelles, des journalistes, des avocates et des associations ont donc été créées pour apporter une aide. Donc, une discussion a émergé. Je me souviens qu'en Allemagne, c'était presque une guerre civile entre les organisations des femmes et les entreprises, les PME, qui étaient très conservatrices et le monde politique également. Alors, quel a été le résultat de ces discussions? Et qu'est-ce qui a changé pour la position des femmes dans ces conseils d'administration? Eh bien, les États membres qui ont introduit une législation nationale sans attendre des lois européennes, là, la situation a évolué. Alors aujourd'hui, quels sont les chiffres? 28% en moyenne. Nous sommes passés de 14% à 28% en moyenne, alors que ma proposition initiale avait été de 40%. Alors, en Italie, une loi introduit 36%, en Suède, 38%, au Luxembourg, une loi existe et nous sommes arrivés à 13%. La situation est catastrophique. Il n'y a que l'Italie et Chypre qui sont en queue de peloton. Pourquoi il n'y a-t-il pas de loi nationale? En fait, il n'y a pas de parti politique qui a défendu cela. Ça n'a pas encore été repris dans le programme gouvernemental. Oui, ce serait peut-être une bonne chose que de le régler au niveau européen pour que nous puissions avancer, Madame Reding. Bon, ça, c'est un volet intéressant. On voit que si une loi existe et qui force à avoir une certaine présence de femmes dans les conseils d'administration, à ce moment-là, cela se concrétise. Mais qu'en est-il dans les entreprises où il n'y a pas de législation qui le requiert, à savoir les femmes dans les postes à responsabilité? Et là, la situation est tout à fait autre. Et dans les États membres où il y a eu une loi qui a fait passer les femmes dans les conseils d'administration, eh bien, dans ces pays-là, les femmes n'occupent pas nécessairement des postes à responsabilité. Alors, Madame Reding, votre objectif c'était de 40%. Le Parlement européen a soutenu cette position. Et puis, c'était difficile au niveau des discussions au Conseil. Nous pourrons en discuter encore avec les uns et les autres. Quelle est la situation actuelle au Conseil sur cette question? Cette proposition de directive, est-ce que les efforts ont été en vain? Non. Non, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Rien que la discussion, rien que le fait que des pays aient introduit des lois, nous sommes arrivés à passer d'une moyenne de 12% à 28%. Et donc, la position des femmes
s'est amélioré, mais pas nécessairement dans les postes à responsabilité. Donc là, on voit les différences entre la vieille Europe et la nouvelle Europe. Vous avez parlé des pays traditionnels, alors essayons de comprendre qui sont ces pays qui nous rendent la vie difficile et qui font en sorte que cette directive n'avance pas. J'aimerais maintenant parler des postes à responsabilité. Là où les vraies décisions sont adoptées dans une entreprise, là, on voit une grande différence entre la vieille Europe et la nouvelle Europe. Dans la vieille Europe, nous en faisons partie, l'Allemagne, la France, etc. Pour ce qui est de la nouvelle Europe, Roumanie, Estonie, Bulgarie. Dans la nouvelle Europe, Roumanie, 34%, 27% Luxembourg, enfin, 6% de femmes au Luxembourg occupent des postes à responsabilité. 6%. Je parle ici de postes où des décisions sont adoptées. Et puis, l'encadrement, les cadres moyens. Là, il ne s'agit plus de la direction générale, mais tout de même de postes importants. Et là aussi, il y a des différences. D'une part, dans la Nouvelle Europe, pourquoi? Parce que là-bas, il n'y avait pas de structure rigide où les hommes se passaient le travail. 46% en Lettonie, 43% en Pologne. La moyenne en Europe, 37%, 26% au Luxembourg, 29% pour l'Allemagne. Donc, on voit très clairement ces différences. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, ça signifie qu'avec une simple loi, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un véritablement changement au niveau de la société et il faut surtout des femmes qui fassent preuve de courage et qui disent « oui, je veux ». Les femmes sont compétentes, mais parfois elles ont peur. Et donc, nous devons aider les femmes. Et donc, là, le volet soft law est intéressant. Jonathan Penchant, je reviens sur ce point. Nous avons d'ailleurs un invité surprise qui va peut-être aborder cette thématique-là. Mais avant cela, j'aimerais discuter avec Marc Angel et Irina Muzova. Quelle est la situation actuelle? Où se trouvent les résistances dans les débats? Marc Angel, où en sommes-nous? J'aimerais dire quelque chose de positif tout de même. La commission de Madame von der Leyen souhaite créer une union de l'égalité. Il y a une commissaire qui s'occupe de ce dossier égalité. Nous avons une stratégie pour l'égalité des genres, une stratégie LGBTQI, et ces stratégies doivent être alignées les unes sur les autres. L'intersectionnalité est extrêmement importante pour la Commission et pour le Parlement. Le problème, c'est le Conseil. Il y a beaucoup de blocages au Conseil, notamment la directive de Madame Reding, Women on Board. Depuis 12 ans, une directive antidiscrimination horizontale est bloquée au Conseil et c'est quelque chose qui m'inquiète d'ailleurs. Les mots comme genre, gender, ne sont pas repris par le Conseil. Je vais vous donner un exemple. Dans le cadre pluriannuel financier, nous voulions une clause d'intégration de la dimension du genre et puis la Pologne, la Hongrie ont exercé de la pression, ne voulaient pas utiliser le mot gender, genre, et puis il est seulement question entre égalité entre femmes et hommes, mais l'égalité, c'est beaucoup plus que l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, nous continuons à nous battre. En tout cas, ce qui est positif, c'est que la directive Pay Transparency a été publiée, Madame Dalli l'a évoqué, et maintenant les entreprises doivent créer la transparence. Le salarié, avant de signer son contrat, il doit voir la grille salariale de l'entreprise. Oui, ce que fait déjà Monsieur Jacquet. Si l'entreprise a plus de 250 personnes, il faut qu'un rapport sur l'écart de rémunération soit présenté, des sanctions sont prévues, plus de fonds publics pour aider des entreprises
si elles ne font pas preuve de transparence. L'écart salarial est le plus faible au Luxembourg. Il est de 6% au Luxembourg entre les femmes et les hommes pour le même travail. Le ministère de Madame Bofferdine et le ministère de Monsieur Schmidt ont, ont introduit une loi. Il y a des sanctions il y a des sanctions qui ont été reprises dans la législation, qui sont reprises dans le Code du travail, des sanctions qui vont jusqu'à 25 000 euros. Et puis, il y a également des instruments de soft law et, un logiciel peut même être utilisé, peut être proposé par le ministère pour voir si une entreprise atteint l'égalité. Dernière chose, le mouvement anti-genre en Europe me fait peur. Je pense à la Pologne et à la Hongrie qui sont à la tête de ces mouvements. Ils voudraient mettre en place une société patriarcale. Ils sont extrêmement bien organisés. Ils sont très bien financés également par des évangélistes américains, par des oligarques proches du Kremlin. Et donc, nous devons vraiment nous battre contre ce mouvement. Et puis, au Parlement européen, il y a 2 mois, il y avait une résolution importante sur ce sujet. Nous voulons une formation spéciale du Conseil qui se penche sur l'égalité, la diversité et la parité. Ce serait une bonne chose. En tout cas, c'est quelque chose pour laquelle nous battons au sein du Parlement européen. Monsieur Angel, je reviens sur un point que vous avez évoqué au début et c'est une interrogation, c'est une proposition. Est-ce une proposition de ce matin? Oui, c'est une proposition très concrète. Question. Et si c'est une proposition, alors Madame Reding, à l'époque, avait également fait une proposition. On n'est pas sûr que ce sera adopté par par les institutions européennes. Le Parlement sera probablement pour, mais vous avez parlé un petit peu du débat, de la discussion du genre. Vous êtes président du groupe, de l'intergroupe LGBTQI. Oui, Madame Mozova, je me tourne vers vous. Merci d'avoir attendu. Alors, nous avons évoqué cette proposition de Madame Dalli. La Commission réussira-t-elle à faire avancer ce dossier ou est-ce que nous risquons de faire à nouveau face à un blocage comme c'était l'expérience de Madame Reding? Madame Mozova, merci beaucoup. C'était passionnant d'écouter la situation dans le secteur privé et public au Luxembourg et des différentes mesures adoptées. Et oui, je pense que la directive qui avait été proposée par Madame Reding a servi à mettre en place une norme. Et il est important de comprendre où se trouve le Luxembourg s'il est comparé à un étalon de référence. Quels sont les pays qui s'en sortent mieux et quelles sont les raisons qui expliquent que certains s'en sortent moins bien que d'autres. Et même si cette directive Women on Board, elle reste dans l'impasse, même si la présidence portugaise essaye de faire avancer cette proposition. Et donc, le cadre est important, les statistiques également. Dans les pays où une législation a été adoptée, la réalité est tout autre. Et je serais peut-être un peu plus prudente au moment de parler de quotas. En fait, il faut des mesures souples au niveau des États membres. En tout cas, il est important de bien comprendre qu'est-ce qui fonctionne bien. Et je reviens à la proposition de la Commission. Alors, quelles sont les chances aujourd'hui? Est-ce que la proposition... De quelle proposition parlez-vous maintenant? Marc. Pay transparency, la directive sur la transparence des rémunérations. Oui, oui, cette proposition sur la transparence en matière de rémunération.
Alors, c'est un nouvel effort, pas simplement en termes de transparence, mais également pour l'aide accordée aux victimes d'écarts de rémunération. Alors, oui, on pourrait parler des négociations, mais en tout cas, il y a eu des consultations au niveau des États membres, avec des citoyens, avec des entreprises. Et puis, il y a différentes positions sur cette question. Le compromis est plutôt équilibré. Alors, les obligations les plus strictes n'ont pas été retenues. Nous avons entendu des préoccupations. Nous avons plutôt privilégié des mesures qui ne représentent pas une grande charge administrative, qui ne représentent pas un coût important. Donc, donc vous êtes plutôt optimiste en fait. Oui, oui. Très bien. J'aimerais revenir à ce qu'a dit Madame Reding. Vous avez dit tout à l'heure que pour les femmes, il était important de se dire « je veux », de faire preuve de courage. Vous avez dit que la situation a évolué au fil du temps. Mais ce qui manquait un petit peu, c'était des modèles de référence pour des jeunes filles qui pourraient se dire, voilà, c'est un poste à responsabilité. Pour moi, c'est possible d'y arriver. Et je vais inverser un petit peu les choses. Quand on dit en tant que femme, je veux, il y a peut-être des domaines où peut-être plus d'hommes pourraient se dire, oui, je veux. Et nous avons parmi nous l'un de ces hommes. Et nous allons l'écouter, Monsieur Pascal Kiffer. Mullenbach, Luxembourg, ville. Pourquoi est-ce qu'on vous a invité? Pourquoi maintenant, voilà, nous vous impliquons dans cette discussion? En Europe, les éducateurs font 95%, ou le personnel des éducateurs, 95%, ce sont des femmes. Vous, manifestement, vous êtes un homme. A priori. Pardon? A priori. Après, ça en a l'air. Bon, vous êtes un homme. Avant que je vais vous poser la question, bien sûr, pourquoi vous, en tant qu'homme, vous avez choisi cette voie d'éducateur. Aussi, là, je pense, les autres intervenants ou intervenantes, j'espère, seront d'accord. Il y a aussi une pénurie d'hommes et ce serait bien d'en avoir plus. Pourquoi vous avez choisi cette voie? D'abord, je vous laisse l'opportunité de réagir sur ce qui a été dit par les autres participants. Bonjour tout le monde déjà. Alors, je n'ai pas tout suivi, effectivement, après sur les débats et sur tout ce qui est du législatif. Par contre, j'ai entendu des choses qui ont résonné chez moi hein, quand on entend parler d'expertise dans les domaines, de compétences, de rendre visible, et des mots de Madame Reding qui parle de modèle de référence pour avancer. Dans le sens où si effectivement on reste dans la situation dans laquelle on est, ça aura peu de choses d'avancer. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un petit peu des précurseurs qui donnent la possibilité à des personnes de montrer leurs compétences et de montrer leur expertise dans un certain domaine. Voilà. Et c'est un petit peu comme ça, entre guillemets, que je suis arrivé au poste où j'en suis aujourd'hui. Vous parlez tout à l'heure de 95% de femmes dans ce métier. Dans votre domaine. Ouais. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, moi, dans mon entreprise, je suis le seul. Je suis le seul aussi grâce à une directrice qui, effectivement, a fait le choix d'engager un homme parce que j'ai des collègues qui me connaissent, qui connaissent mes compétences et je ne sais pas si, effectivement, si j'étais venu comme ça tout seul d'un coup, j'aurais pu avoir ce poste aujourd'hui. Pourquoi vous vouliez être éducateur en premier lieu? Ça a été le fruit du hasard. Le fruit du hasard dans le sens où j'ai commencé par une formation scientifique et puis, étant étudiant, comme tout étudiant, il faut travailler un petit peu pour pouvoir faire ses études et j'ai découvert le social de cette façon, quelque chose qui m'a plu et donc dans lequel j'ai voulu me professionnaliser. Donc avec la formation d'éducateur gradué, hein, qui est, après ça dépend des États, entre 3 et 4 ans. Et puis après, un travail d'une quinzaine d'années dans la protection de l'enfance en France, hein, donc avec des enfants qui sont placés par le juge.
Et puis, parallèlement à ça, me professionnaliser encore un peu plus avec une formation en tant que maître d'apprentissage et une autre formation complémentaire dans l'analyse et la thérapie familiale systémique. Et tout ça m'a amené à un moment donné à me poser des questions sur le fait de, plutôt que de placer les enfants, est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné privilégier l'éducation pour ne pas en arriver à un placement et à des vies, à des vocations, on va dire. Et après, quand on va parler d'éducation, on va parler d'enfants, mais on va aussi parler des parents. Comment on peut remettre du lien et de la compréhension et donner des clés de compréhension aux parents pour qu'un certain nombre de choses n'arrivent pas, ce qui permettra aussi après à l'enfant de pouvoir grandir au mieux. Est-ce que vous, en tant qu'homme, vous avez dû faire face à des réticences, des appréhensions parce que vous êtes un homme éducateur? Complètement. Complètement. C'est compliqué d'arriver dans un milieu où il y a des enfants, dans un milieu de la protection de l'enfance. Souvent, l'homme va plus être considéré, entre guillemets, comme l'agresseur, comme celui qui va apporter le mal. Et comment, effectivement, il faut faire sa place, prouver peut-être plus ses compétences qu'une femme. On va... par les préjugés, penser qu'une femme sait s'occuper d'un enfant et qu'un homme doit apprendre et ne sait pas forcément. Et que c'est quelque chose d'inné et que pour les hommes, ce serait beaucoup plus compliqué. Et ce qui n'est pas du tout le cas. Je vais rappeler effectivement cette formation où on apprend à être éducateur. Éducateur, c'est un métier, ce n'est pas quelque chose qu'on a en nous. C'est quelque chose qui a se développé. Il y a des théories, il y a des savoir-faire, il y a des techniques. Et tout ça, c'est un métier. Et sauf qu'effectivement, après, quand on regarde les éducateurs, on va surtout s'attarder sur la personne. Et donc, vous, concrètement, vous avez perçu de la part des parents que vous recevez peut-être pour leur montrer la crèche où ils pourraient placer leurs enfants, un certain scepticisme parce que vous êtes un homme? Alors, je pense qu'il y a un questionnement, il y a un étonnement, et effectivement, après, il y a tout un savoir-faire qu'il faut développer en tant qu'homme pour, entre guillemets, apprivoiser et les parents et les enfants. Et pour autant, je peux vous assurer que ça fonctionne à merveille, qu'il y a au-delà de l'éducation des enfants, il y a toute une activité conseil aux parents, de prise en charge. Et éducateur, ce n'est pas uniquement changer des couches et puis donner à manger. Il y a toute une partie pédagogique. Bien que c'est une partie importante aussi. C'est une partie importante, mais sur une journée, ça ne représente pas énormément de temps non plus. C'est vrai. L'éducation, ce n'est pas que ça. C'est aussi apprendre un certain nombre de choses. Il y a des sensibilités différentes, que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes, des façons de faire qui vont différentes. Et puis, pour rappel, quand même, à la maison, il y a un papa et une maman. Et effectivement, quand on emmène les enfants en crèche, souvent, il y a des femmes. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu... Ça peut paraître questionnant, effectivement, peut-être aussi de la méfiance de la part de certains parents de savoir qu'on va confier son enfant à un homme. Avant de revenir à nos intervenants, je vais vous poser une question qui nous a été posée dans le chat qui correspond très bien à notre débat, à ce que vous venez de dire. Alors, la question, c'est comment expliquer que dans des domaines dits, entre guillemets, féminins, donc fatalement, apparemment, voilà, le vôtre, les hommes sont surreprésentés aux fonctions dirigeantes. Donc, vous avez une directrice femme, mais si on élargit un peu la perspective, si on parle d'éducation, secteur social, milieu hospitalier, on retrouve des hommes qui sont peut-être pas, ce ne sont pas les personnes qui sont au front, mais les personnes, voilà, qui touchent les plus gros salaires, si je puis dire. Alors, sur la question des salaires, ça va être vite réglé ici dans les crèches Barbara, dans le sens où effectivement, ce n'est pas en fonction du sexe et tout le monde a la même chose et est embauché à la même chose. Dans le reste des domaines, effectivement, hospitaliers, je ne maîtrise pas les données. Je parle des postes de direction, de dirigeants dans le milieu social, dans le plus large sens du terme le plus large. Alors, je pense qu'il est
il est difficile d'en tirer une théorie. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des formations initiales, on va retrouver très peu de gens aussi, très peu d'hommes qui vont être intéressés. On peut se questionner sur la raison de ce désintérêt, hein, sur la valorisation des fonctions dès l'école, par exemple, et pourquoi on dirigerait plus, par exemple, des femmes vers le métier du social et de la puriculture et pas des hommes. Quelle valeur ça dit aussi de notre société, hein. Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait, je crois que c'était M. Jacquet qui parlait du congé parental pour les hommes et qui est de plus en plus pris. Alors, c'est déjà effectivement un petit changement où les hommes vont être reconnus comme pouvant s'occuper d'enfants. Dans la formation, ça va peut-être répondre à votre question, pour faire un petit peu de recrutement aussi, nous avons les 95% de CV féminins quand on fait une recherche d'emploi, très peu de CV masculins. Monsieur Kiefer, merci beaucoup d'avoir partagé votre opinion, votre vécu, votre parcours professionnel et surtout d'avoir élargi la perspective de notre débat. C'est une des raisons pourquoi j'ai aussi posé ces questions initiales. Ce que ça veut dire poste à responsabilité, ça s'applique à beaucoup de domaines. J'enchaîne en posant la question à la ministre Madame Bofferding. Gute Zeit, dass man so eine Labelisierung für Action positive. Est-ce qu'il est temps d'introduire un label action positive, par exemple dans le domaine des crèches, pour qu'on ait plus d'hommes? Bon, en fait, c'est justement ce qu'on vient de faire lorsqu'on a décerné le label. Et je peux confirmer ce qu'on vient de dire. Avant de faire mes études, j'ai également fait je suis devenue éducatrice et j'ai vu qu'il y avait peu de jeunes hommes qui poursuivaient le même chemin parce que nous avons besoin d'eux. Et le ministère a organisé les projets avec les lycées qui enseignent justement, qui donnent des stages d'éducateurs pour leur présenter le métier et pour rendre le métier plus accessible aux jeunes hommes, pour qu'on recrute justement de jeunes éducateurs. Comment est-ce que vous allez le faire concrètement? Est-ce que vous allez dans les classes et vous dites aux étudiants, aux écoliers, voilà, c'est la profession? Oui, on leur montre la profession et on leur montre qu'il y a vraiment des modèles masculins qui travaillent en tant qu'éducateurs et qui aiment bien ce métier. Et c'est très important justement de donner cette image. On a également fait des petits clips vidéo. Et puis l'année passée, on a fait un clip uniquement avec des éducateurs pour justement parler des préjugés auxquels ils font face dans leur métier en tant qu'éducateurs masculins. Mais le sujet en tant que tel, ce sont justement les stéréotypes, les préjugés qui concernent tous les genres, tous les sexes. Alors on dit, oui, on fait une initiative de sensibilisation, mais il faut le faire pour justement faire changer les images que les gens ont dans leur tête pour qu'il n'y ait pas de stéréotypes. Mais si je reste à un certain moment, si je veux bien faire quelque chose, mais si je vois qu'il y a plein de choses qui entravent mes progrès, alors il faut vraiment lutter pour changer les choses. Et les stéréotypes, c'est vraiment très important pour y travailler avec les jeunes, pour leur montrer que le quotidien, la profession au quotidien, pour qu'il n'y ait pas de préjugés. Pascal Jacquet. De la ministre. Non, mais c'est clair. Madame la ministre parle de stéréotypes, de préjugés, mais ça, on peut les retrouver à tous les niveaux. Et Dieu sait si à Polygone, on voudrait, je reviens à la discussion auparavant, on a exactement le même problème que monsieur,
mais pour la recherche de personnel féminin dans les départements qui pourraient être dits de production. On ne reçoit par exemple absolument aucun CV. Je l'ai contrôlé ce matin. Parce qu'effectivement, je crois que on n'a pas. Il y a certainement un très très gros besoin de communication pour diversifier les métiers. On est très très stéréotypé. Le monsieur va dans l'économie et madame va dans le social. Je crois qu'on en a encore beaucoup dans ce type de réflexion. Il faut, je crois, oser le dire. Et on doit absolument banaliser maintenant cette approche qui est pour moi vraiment qui est devenue d'un autre temps. Et très sincèrement, on a pu. Moi, par exemple, quand nous avons reçu le label l'année dernière, je vous assure que c'était une vraie fierté. Et je ne l'avais pas ressenti comme ça. Je ne sais pas si c'est de votre côté, mais je pense que c'est d'un micro. Il y a des petits bruits qu'on a. Peut-être ça frotte contre votre costume. Ah, là, c'est mieux. OK. Ouais. Non, je disais, ce label qu'on a reçu, moi, je ne pensais pas que ça allait faire autant de bruit dans la société. C'était une vraie fierté. Alors qu'au moment où nous avons travaillé ce label, on ne ressentait pas cette motivation au sein de la société. Mais je crois que ça doit passer par des actions, des appels à projets, des valorisations de l'entreprise aussi. Et inclure l'entreprise dans le monde décisionnel pour pouvoir avancer et travailler en verticalité. Merci. Madame Reding. Madame Reding, d'ici quelques mois, on va débattre sur l'avenir de l'Union européenne et ce qui fait partie de notre quotidien, également de l'avenir de l'Union européenne, c'est la numérisation. Et dans le domaine de la numérisation, si on regarde, il y a des cours à l'université en informatique ou les métiers d'ingénieur, il y a surtout des hommes. Là, il y a également un défi très clair, très évident. Est-ce que vous avez des réponses à ceci? Et la même question sera posée à nos représentants européens. Bon, je ne peux pas vous proposer des solutions, c'est vrai, mais j'ai quand même quelques réponses parce que la situation est bien évidente. Nous allons vers un monde numérisé. La plupart de nos professions auront un volet numérique et intelligence artificielle. Cela veut dire qu'il faut, pour devenir ingénieur ou mathématicien, il faut avoir une dimension horizontale. Il faut donc avoir un certain savoir technologique et numérique. Et si je regarde les chiffres des universités, alors je vois que seulement 17% des étudiants sont des jeunes femmes dans le domaine justement des études numériques. Elles ne sont donc pas préparées à l'avenir. Il ne faut même pas parler des postes à responsabilité parce qu'elles ne seront pas là. Et si on n'agit pas très rapidement, alors ce sera une véritable catastrophe parce que les femmes... il y a plus de femmes qui vont à l'université que d'hommes. 60% des étudiants sont des étudiantes. Mais dans quel domaine? Surtout dans le domaine des soft skills, qui seront également importants. Mais je vais vous citer un chiffre des États-Unis. Les doctorats dans les universités américaines, dans le domaine des soins, de la santé, 73% de femmes, 27% d'hommes. Dans le domaine des mathématiques et de l'ingénierie, 27% de femmes et 73% d'hommes, c'est-à-dire carrément l'inverse. Et
Là, il faut montrer l'exemple dans la société. Par exemple, des hommes dans les professions dites soft ou des femmes dans des métiers considérés des métiers masculins pour montrer tout le monde est à même de le faire. Ce n'est pas une question de genre ou de sexe, mais c'est une question de volonté, de talent. Et ce qui m'a choqué, ce que M. Kiefer vient de dire, bon, cela m'a interloqué. Bon, les mères qui amènent les enfants à la crèche, ben oui, c'est la réalité. Ce sont les mères qui amènent les enfants. Alors, une fois que les jeunes étudiants ont terminé l'université, les premières années de leur vie professionnelle, ils font la même carrière, ils ont les mêmes revenus. À partir de 34 ans, l'âge de 34 ans, le revenu des femmes diminue. Pourquoi? Parce qu'elles deviennent mères. Et le congé parental, bon, c'est bon, mais la réalité est telle, Monsieur Kiefer, ce sont les femmes qui amènent, les mamans qui amènent les enfants à la crèche. Il y a donc beaucoup de chemin à parcourir pour avoir un équilibre au sein de la famille. Bon, merci beaucoup. Madame, on vient d'avoir une question par rapport à cela qui on parle des finances et on vient d'avoir une question sur la fiscalité, justement. La fiscalité de couples divorcés. Souvent, s'il y a un divorce, ceci a des conséquences financières dramatiques pour les femmes qui sont restées à la maison pour s'occuper des enfants. Est-ce que je sais que c'est difficile maintenant à la fin du débat d'entamer une telle discussion, mais est-ce que vous pourriez répondre en tant que membre du gouvernement? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour améliorer la situation? Est-ce que c'est une priorité? Bon, c'est difficile d'y répondre brièvement. Oui. Oui, il y a une certaine inégalité, une certaine injustice, mais dans l'accord du gouvernement, nous avons fixé une grande réforme de la fiscalité. On a parlé d'une fiscalité individuelle. Ben, il vous reste encore 2 ans pour le faire. Oui, pour justement une individualisation de la fiscalité permet de justement ne pas tomber dans une telle situation après un divorce. Bon, du fait de la crise sanitaire, notre agenda a été un peu bousculé, mais nous sommes bien conscients qu'il y a des inégalités, des injustices. Il faut également parler de ce problème justement pour les mères monoparentales, et ce qui signifie également précarité. Il ne faut pas seulement parler de la prise de décision, mais également des autres sujets qui sont impliqués. Merci beaucoup, Madame Boffarding. Maintenant, une dernière question et peut-être une réaction de votre côté à ce qui vient d'être dit de la part de Madame Reding sur la numérisation et l'approche transversale à l'égalité des genres. La Commission européenne peut jouer un rôle. Est-ce qu'elle peut initier des procédures? La Commission européenne peut-elle aider, peut-elle trouver des solutions pour promouvoir une participation plus importante dans certains domaines d'études, mathématiques, informatiques, etc., ou est-ce trop demandé? Madame Mozova. Merci. Oui, il y a un grand écart au niveau des professions, surtout au niveau des études mathématiques, et Madame Reding l'a dit, 17% d'étudiantes dans ces domaines. Alors 7% de ces étudiantes qui vont avoir un travail dans les études qu'elles ont poursuivies. Je pense qu'il faut une combinaison de plusieurs mesures, d'initiatives
une lutte contre les stéréotypes, un travail main dans la main avec les institutions responsables de l'éducation, la formation continue. Il ne s'agit pas que des jeunes, mais également des personnes plus âgées qui, oui, qui seront touchées par la crise et par l'avancée du numérique, mais il y a également des opportunités à saisir parce que la reprise sera fondée sur la numérisation et nous, à la Commission, nous pensons que justement cette reprise permettra de faire avancer la question de l'égalité des genres. Donc, au moment d'introduire des réformes, il faut déjà réfléchir à la manière d'intégrer les femmes, de leur donner des opportunités pour diminuer les écarts. Et l'année dernière, nous avons adopté la stratégie européenne en matière d'égalité des genres qui propose des mesures spécifiques dans différents domaines et nous voulons travailler main dans la main avec les États membres, mettre en œuvre de bonnes pratiques, mettre à disposition des financements et inviter les États membres à élaborer leur propre stratégie au niveau national pour que le changement sociétal puisse se produire et pour lutter contre les stéréotypes dans ce domaine. Merci, Madame Mozova. Le mot de la fin, je vais le donner à Marc Angel dans un instant. En tout cas, il est toujours important moi, je parlais tout à l'heure de 95% de femmes dans le domaine de l'éducation. Non, c'est 93 le chiffre exact et pas 95. Et donc, il est important d'être précis quand on parle de faits. Madame Mozova a également parlé des femmes touchées par la pandémie. C'est un sujet que nous aurions pu creuser. 76% des femmes qui sont le plus exposées au virus, oui, ce sont les femmes. Donc, encore un chiffre que j'ajoute ici au débat. Dernière question à vous, Monsieur Angel. En tant que législateur européen, qu'est-ce que vous retenez de ce débat pour votre travail politique? Et indépendamment de ce débat, nous avons abordé toute une série de questions. Eh bien, pour vous, quelles seraient les priorités maintenant en tant que député européen? Alors, j'ai appris que la route est encore longue, qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été proposées et qu'il faut maintenant les imposer. Ce n'est pas facile. Je vois qu'au niveau européen, il existe une grande cohérence entre ce que souhaite la Commission européenne et le Parlement européen et maintenant, c'est entre les mains des États membres. Mais je dis toujours, la politique européenne ne se fait pas uniquement au Parlement européen à Bruxelles, mais également aux États membres. Les élections sont une opportunité également au niveau national. Alors, comment se positionnent les partis sur les questions européennes? Parce que ce n'est pas à Bruxelles que tout se joue. Il y a également un rôle à jouer au niveau des États membres et là, des efforts supplémentaires doivent être consentis. Il est bon que nous disposions de bonnes pratiques dans certains États membres, d'autres peuvent s'en inspirer. Et je suis ravie de voir que ce plan d'action de la Commission a été proposé. J'espère qu'il sera mis en œuvre sérieusement. Je pense que la Commission assurera un bon suivi et nous, Parlement européen, nous aussi, nous allons continuer à suivre la chose et je ne peux que lancer un appel pour que les choses avancent au Conseil. De grâce, avançons au Conseil parce que ces blocages au XXIe siècle sur des questions aussi essentielles, aussi fondamentales, telles que l'égalité entre les genres, entre les femmes et les hommes, ça ne devrait plus être une réalité au XXIe siècle. Monsieur Angel, oui, le Conseil, c'est un acteur important et il faudrait qu'il n'y ait pas de blocage, que les procédures puissent être accélérées. Et cela ne dépend pas toujours des institutions. Parfois, ça dépend également des mentalités de tout un chacun, des collaborateurs. Je pense à Polygone, Monsieur Jacquet, mentalité des parents également, quand ils sont confrontés à des éducateurs hommes. Là aussi, il faudrait que ce soit perçu comme quelque chose de normal. Donc, chacun a sa part de responsabilité à assumer et a un rôle à jouer. Je tiens à remercier tous nos invités. Merci d'avoir partagé votre expertise, vos points de vue de différents domaines. C'était un débat très riche et
Pour conclure, je dirais simplement que oui, nous avons parlé un tout petit peu de la pandémie lors du dernier EU Talk également. Si vous avez besoin de plus de masques avec le drapeau européen, n'hésitez pas, envoyez-nous un courriel epluxembourg.ep.lu et on peut vous envoyer des masques. Un grand merci à nos intervenants. Un grand merci aussi au public qui a suivi et qui nous a posé aussi quelques questions. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain EU Talk.